recommencer cet atelier alors? Très bien. Il y a déjà des personnes connectées? Oui, Super. Ouais, je vois ça. pour l'instant nous sommes 10. Ok. Est-ce qu'on attend encore un petit peu que tout le monde se... Je vois Vous deux autres. attendez? Ouais. Non, une autre personne qui a été invitée, donc peut-être pour pas perdre trop de temps, ce que je vous propose c'est qu'on débute l'atelier. Et si cette personne nous rejoint, bien elle nous rejoindra en cours de route. D'accord, très bien. Ok, alors, je vais partager un peu mon écran. Est-ce que on peut rapidement faire un petit mot de présentation de chaque personne? Oui, peut-être. Alors je vais prendre peut-être dans l'ordre qui apparaît à mon écran rapidement. Bon, déjà je me présente, je suis Aline Ridé, je suis adjointe à la DGARH de la région Île-de-France. Voilà. Et je vois Enchantée. Clémence Armand. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Clémence Armand, chargée de mission aux défenseurs des droits sur les questions de promotion de l'égalité et de lutte contre les discriminations. Et je suis notamment spécialisée sur les questions de genre et d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Parfait. Très bien. Enchantée. Madame Despéré ou Despérès, désolée, je ne sais toujours pas prononcer votre nom. Bonjour. Madame Despérès, du coup. Parfait. Oui. Et vous êtes Du dans coup, quelle, alors moi, quelle collectivité? je suis stagiaire en fait en dernière année psychologie du travail au pôle RHDS de l'Université de Bordeaux. Très bien. Élodie Fallet. Oui, bonjour. Élodie Fallet, donc je suis coordinatrice de l'unité de reclassement et référent handicap à la ville de Troyes, service de la DRH. Jennifer Enchantée. Soulis. Bonjour, Jennifer Soulis, DRH de la ville d'Arcueil. D'accord. Monsieur Monrosier. Oui, bonjour. Olivier Joctor-Rosier, directeur santé-prévention à la ville et à la métropole de Montpellier. D'accord. Enchanté. Nicolas. Non, merci. Nicolas R. Oui, bonjour, Nicolas Rougeau, pour la CASDEN, donc partenaire de la DRHGCT. Ok. Et j'ai un nom Talek. Oui, bonjour, Yves Talek, chargé de communication interne à la ville de Pantin. Super. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des participants, si j'ai oublié personne. Ok. Eh ben, merci d'avoir joué le jeu. Donc moi je suis Mariam Kattab, donc je suis directrice générale de Mosaïque RH. Donc Mosaïque RH, c'est une structure qui travaille sur les questions de diversité et inclusion depuis maintenant 13 ans. Voilà, on a 13 ans. Et donc moi j'ai rejoint Mosaïque en 2008, donc ça fait 2 ans maintenant, 12 ans. Et donc nous sommes spécialisés dans donc le recrutement, la formation et le conseil en diversité avec une spécialité, c'est qu'on va travailler la diversité sous l'angle origine sociale et culturelle. Voilà, donc il y a des gens qui travaillent sur le handicap, il y a des gens qui travaillent sur la question de l'égalité homme-femme. Donc nous, on est vraiment plutôt orientés sur l'origine sociale et culturelle. Voilà donc un petit mot de présentation. Alors, bon, cet atelier s'intitule Comment faire face aux biais et aux stéréotypes. Donc, alors l'idée c'est qu'on puisse voilà échanger. Je vais vous présenter un petit peu quelques notions clés. Je vois qu'il y a des psychologues avec nous, qu'il y a des gens des défenseurs des droits. Donc, je pense que certains connaissent le sujet. Mais l'idée voilà, c'est de partager avec vous des points clés et puis de pouvoir répondre à vos questions ou échanger en tout cas dans une seconde partie. Alors, je vais vous partager une présentation. Là. Vous me dites si vous voyez bien. C'est bon, ça s'affiche. Super, très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit jeu. Donc, un petit jeu qui s'appelle le qui est qui.
Donc l'idée, si vous avez un petit bout de papier à côté de vous, je vais vous demander de me dire parmi ces photos qui est qui et de choisir parmi cette liste. Donc vous avez le choix entre qui est philosophe et poète, qui est sportif ou sportive, qui est mannequin, qui est femme ou homme politique et qui est, à votre avis, tueur ou tueuse en série. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer d'être très spontané, le plus rapide possible, pas trop réfléchir, voilà, et d'associer donc un chiffre avec une lettre. Donc je vous laisse griffonner sur votre cahier vos réponses. Donc en face de A, en face de la photo B, en face de la photo C, en face de la photo D et en face de la photo E. Quel chiffre vous mettez? Voilà. Donc, quand vous avez terminé, vous faites un petit signe ou vous levez la main pour que je sache. Mais normalement, l'idée, c'est d'être rapide. C'est OK pour tout le monde? C'est parti? OK. Alors, les réponses. Donc, le poète et le philosophe, c'est ce jeune homme. Voilà, donc je ne sais pas qui avait bon à cette réponse. Donc, ce jeune homme, donc, il s'appelle Florian Amaru Kemit, et donc c'est un poète, philosophe, il est écrivain, voilà, il a écrit beaucoup de poèmes, et notamment sur l'Afrique. Je continue. Le 2, donc la sportive, c'est cette jeune femme, voilà, qui s'appelle Wujdan Ali Seraj Aboulrahim Sharkani, et donc c'est une judokate saoudienne qui a participé aux Jeux Olympiques, et puis elle s'est fait remarquer parce qu'elle était la première femme judokate à combattre la tête couverte. Le mannequin, c'est ce jeune homme. Donc, je ne sais pas qui avait répondu bon à cette photo-là. En général, pas beaucoup de personnes, sauf peut-être ceux qui connaissent ce mannequin. Mais voilà, donc c'est un mannequin qui est assez connu et qui est voilà, qui a son style, on va dire. Cette jeune femme, donc politicienne, donc c'est la photo B, qui s'appelle Yuri Fujikawa, qui est une jeune politicienne japonaise. Donc je ne sais pas ce que vous avez répondu. En général, les gens répondent plutôt mannequin. Et enfin, cette dame, cette charmante dame, eh bien, elle est tueuse en série, voilà. Donc, elle a sévi dans les années 89-90 ben voilà, elle a été reconnue coupable et exécutée dans les années 2002. Et donc, voilà, donc en général, je ne sais pas ce que vous avez répondu, mais on la voit plutôt sportive ou plutôt femme politique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez me dire ce qui s'est passé quand vous avez répondu à ces questions? Est-ce que voilà, quelqu'un peut prendre la parole pour déjà me dire est-ce qu'il avait répondu plutôt bon ou non, et qu'est-ce qui s'est passé? Qui veut prendre la parole? Est-ce que tout le monde avait bon? Moi, j'avais bon sur la tueuse en série, donc je suis content. Ouais. J'avais bon sur le poète et la tueuse en série. Réflexe, sécurité. Oui. J'avais bon sur le poète et la tueuse en série, en ce qui me concerne. Et la tueuse en série. D'accord, très bien. Bon, alors, vous voyez que ce qui se passe ici, c'est que, bon, on sent qu'il y a un piège, on se dit, bon, je vais essayer quand même de ne pas tomber dans ces pièges, donc ça nous demande un effort. La question, c'est, si nous n'étions pas dans ce cadre-là, si nous étions dans la rue, tranquillement, un dimanche après-midi, on rencontre ces gens-là, est-ce qu'on aurait fait les mêmes choix qu'aujourd'hui dans le cadre de cet atelier ?
Eh bien, pas forcément, parce que ce qui s'est passé là, c'est que votre cerveau, il a essayé de catégoriser les informations qu'il a vues. Hein, donc, il a vu des photos, il a vu des termes, et il a associé presque automatiquement un terme avec une photo. Donc, encore une fois, voilà, on essaye de lutter contre cette catégorisation parce qu'on est dans un atelier qui s'appelle faire face aux biais et aux stéréotypes. Mais s'il n'y avait pas ce cadre-là, très mécaniquement, notre cerveau va associer des caractéristiques d'une personne à une définition, va en donner une définition. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de catégorisation mentale. Donc on a des psychologues parmi nous qui connaissent peut-être bien ce phénomène. C'est un phénomène qui est totalement naturel. Notre cerveau en a besoin. Et c'est une des sources des stéréotypes. Voilà. C'est parce que nous avons besoin de catégoriser les choses que finalement on finit par créer ces stéréotypes et en faire une généralité. Si je reprends ma présentation, la définition commune qu'on a des stéréotypes, c'est voilà, ce sont des croyances qui sont partagées ou non, hein, concernant des caractéristiques qui sont personnelles, qui peuvent être des traits de personnalité en général, et les comportements d'un groupe de personnes. C'est-à-dire qu'on va dire les Africains sont comme ça, les fonctionnaires sont comme ça, les syndicalistes sont comme ça, etc., etc. Donc, on va créer des croyances et on va classer les personnes comme ça par catégorie. Donc, ça vient en partie du phénomène de catégorisation mentale qu'on a vu. C'est ce qu'on appelle l'origine cognitive. Hein? Donc, c'est parce que notre cerveau a besoin de fonctionner comme ça, donc c'est plus facile pour nous. Et donc, c'est ce qui va venir alimenter ce processus de stéréotype. Et moi, j'aime bien cette définition que je vous ai mise, qui résume un petit peu. L'environnement réel est à la fois trop vaste, il est trop complexe. Nous ne sommes pas équipés pour faire face à autant de subtilité et de diversité, à autant de permutations et de combinaisons, puisque nous devons composer avec un tel environnement, on n'a pas le choix, hein, le monde est complexe autour de nous, hein, il nous faut donc le réduire à un modèle plus simple avant de pouvoir le gérer. Donc, on a besoin de décortiquer les choses, on a besoin de séquencer pour pouvoir mieux comprendre, mieux assimiler toutes les informations qui nous viennent. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez le mettre en plein écran, parce que ça nous permettra de peut-être de lire un peu mieux? Oui, voilà. Merci. Donc c'est ce qui nous permet de mieux comprendre le monde. Ça veut dire qu'ils sont nécessaires. S'il y a quelque chose à retenir, c'est que oui, on parle beaucoup de stéréotypes comme étant quelque chose de négatif, de préjudiciable. On va voir que ça a des conséquences, bien sûr. Mais déjà à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, ils proviennent d'un mécanisme qui est naturel et donc qu'à la base, ils sont quand même nécessaires pour nous permettre de comprendre notre environnement. Voilà. Ça permet quand même déjà, on va dire, de dédramatiser ou au moins de mieux comprendre le sujet. Ensuite, ces stéréotypes, ils sont aussi influencés par ce qu'on appelle des stimuli externes. Par exemple, vous avez deux photos, vous voyez ces deux personnes, et bien naturellement, et parfois c'est inexpliqué, vous allez plutôt faire confiance à la personne qui est souriante qu'à la personne qui est renfrognée. Vous allez plus facilement faire confiance au monsieur en blouse blanche, ou quand il porte une blouse blanche, que le week-end quand il est sur sa moto avec un t-shirt et les bras tatoués. Alors que c'est peut-être la même personne, on parle de la même personne.
Donc si on transpose ça à la vie au travail, on voit bien que voir une personne dans un cadre et voir une personne dans un autre cadre, ça peut changer notre regard sur elle. Et puis surtout, ça peut nous faire peut-être percevoir la réalité de manière erronée. Voilà, c'est pas parce qu'une personne est tatouée que forcément derrière, elle n'est pas fréquentable. Donc c'est ce qu'on appelle des stimuli externes qui viennent altérer nos jugements, notre évaluation de la réalité, mais qui ne sont pas toujours expliqués. Hein. Donc encore une fois, parce qu'ils activent ce mécanisme de stéréotype qui est, voilà, qui est un peu ancré en nous et qui est presque naturel. Et donc, on a vu que les stéréotypes provenaient de ce fonctionnement, de notre fonctionnement cognitif, mais il y a aussi une autre origine, c'est ce qu'on appelle l'origine socio-culturelle. C'est-à-dire que, oui, notre cerveau a besoin de séquencer les choses, mais notre perception du monde peut aussi être influencée, altérée par d'autres éléments qui sont plutôt liés à la société, l'éducation, les médias. Par exemple, si je vous montre cette affiche, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe? Le fait qu'en santé sociale, ce soit une femme. Voilà. Et donc sur les métiers d'ingénieur, du commerce, on va plutôt mettre des jeunes hommes, plutôt beaux garçons, jeunes sportifs. Voilà. Donc ça me fait penser un petit peu au petit jeu d'avant. Mais c'est une affiche qui est réelle, mais qui démontre que la manière aussi dont les médias traitent l'information, la manière dont la publicité aussi nous renvoie des images, mais il y a aussi tout le poids de l'éducation, la manière dont chacun a été élevé, les messages qu'il a reçus dans son enfance, comment on lui a décrit le rôle de la femme, le rôle de l'homme, la manière dont on lui a décrit aussi les relations avec les personnes d'origine étrangère. Tout ça va venir influencer aussi notre manière de percevoir les choses, peut nous biaiser. On va le voir tout à l'heure aussi. Et en tout cas, ça va venir peut-être aussi ancrer certains stéréotypes. Si je pense qu'une personne en situation de handicap, parce que dans ma tête, handicap égale, je vois un fauteuil roulant et donc je vois des difficultés à se déplacer et donc je vois une manière de travailler plus lente que les autres. Et si en plus, quand j'allume mon poste de télévision, la manière dont on parle des handicapés, c'est souvent pour dire qu'ils sont plus fragiles que les autres, qu'il faut plus les accompagner. Et si en plus, j'ai grandi dans un environnement où peut-être mes parents avaient un parent handicapé et que j'ai entendu plutôt toujours en effet des qualificatifs plutôt négatif vis-à-vis des personnes handicapées, forcément, ça va venir ancrer une certaine représentation du handicap dans mon esprit. Et donc, c'est pour ça qu'on distingue ces deux origines qui sont assez, on va dire, importante dans les stéréotypes, c'est le fait que notre cerveau fonctionne comme ça, mais c'est aussi le fait qu'on est constamment alimenté d'images qui vont venir renforcer ou déconstruire parfois ces stéréotypes. Parce que comme on voit en ce moment, vous avez beaucoup de publicitaires qui s'engagent maintenant pour avoir un traitement moins stéréotypé du rôle de la femme, etc. Ça peut aussi venir contrebalancer ça. Mais ça veut dire que nous sommes influencés en permanence. Et donc, ces stéréotypes vont engendrer des biais.
si je ramène ça à la vie quotidienne, au travail notamment, ce qu'on a dans la tête, la perception, les croyances qu'on peut avoir vis-à-vis d'une personne ou d'un groupe de personnes vont venir parfois biaiser ma manière de pratiquer ma profession ou ma manière d'interagir avec l'autre. Il y a un des biais qu'on appelle l'attention sélective. C'est que quand j'ai un stéréotype, je vais retenir beaucoup mieux tout ce qui va venir confirmer mon stéréotype. Et je ne vais plus voir le reste, en fait. Par exemple, si je reviens au handicap, là, je pense que les personnes en situation de handicap doivent absolument être accompagnées parce qu'elles sont en fauteuil roulant ou que sais-je. Eh bien, quand je vais en rencontrer, quand je vais en avoir dans mon environnement de travail, forcément, je vais focaliser sur, quand je vais en rencontrer une, sur le fait que cette personne-là, elle a besoin d'être accompagnée. Et donc, en échangeant avec les autres, le sujet de conversation, ça va beaucoup être autour de l'accompagnement de cette personne, parce que tout ça va venir nourrir mon stéréotype. Vous pourrez me poser des questions après, si vous le souhaitez, bien sûr. On gardera quelques minutes. Il y a un autre biais qui est qu'on appelle le choix des relations privilégiées, c'est-à-dire que quand je vais avoir un stéréotype, eh bien, je vais m'entendre beaucoup plus facilement avec des personnes qui ont les mêmes stéréotypes que moi. Si je pense que les jeunes arrivent toujours en retard, que les jeunes, vraiment, ils sont indisciplinés, et ben forcément, je vais pouvoir en parler beaucoup plus facilement avec des gens qui pensent comme moi. Et donc tout ça va alimenter, bien sûr, le stéréotype, et puis ça va me faciliter la communication avec les personnes avec lesquelles je travaille parce qu'elles pensent comme moi. Si je rencontre quelqu'un qui n'a pas du tout le même stéréotype, forcément, ça va créer du débat. Je vais devoir m'expliquer, je vais devoir prendre conscience peut-être que j'ai ce stéréotype-là parce que l'autre personne en face de moi n'a pas du tout le même. Et donc, ça va être plus tendu, en tout cas plus difficile, ça va me demander un effort. C'est pour ça que quand on travaille cette question de la diversité et de l'inclusion, on se dit que un des points importants pour faire baisser les stéréotypes, c'est justement d'avoir des personnes qui sont différentes. Parce que personnes différentes égale stéréotypes différents égale justement nécessité de débattre quand il y a un recrutement, quand il y a une prise de décision, pour éviter d'avoir que des personnes qui ont les mêmes stéréotypes et qui vont recruter toujours les mêmes personnes. Donc ça, c'est un biais qu'on voit et qu'on voit soit en management, soit en recrutement aussi. On se dit souvent on recrute à son image, ou on aime bien travailler avec les gens qui nous ressemblent. C'est surtout parce que on a plus de chances de tomber sur des gens qui ont la même vision et les mêmes croyances et donc les mêmes stéréotypes potentiellement. Un autre phénomène qui s'appelle l'autoréalisation, tout le monde rencontre un jour une personne qui va illustrer ce stéréotype. Donc, si vous avez un stéréotype je sais pas moi, que les femmes elles sont sensibles, qu'elles sont sujettes à leurs hormones, voilà, vous pouvez penser ça c'est votre stéréotype. Un jour, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être la parfaite incarnation de votre stéréotype. Et là, le problème, c'est que ça va venir vraiment renforcer, cristalliser. Ça peut venir renforcer, cristalliser le stéréotype, parce que là, dire, voilà, je le savais bien, je l'ai toujours dit, de toute manière, je le savais, voilà, la preuve, un tel, etc. Donc ça, c'est un biais qui est assez dangereux, parce que on peut généraliser à partir d'un cas isolé une représentation et venir ancrer encore plus le stéréotype. Et enfin, vous avez un autre biais qui s'appelle l'effet de halo. C'est
encore une fois, c'est un peu l'effet, l'image de la tache d'huile. C'est que on va, à partir d'une seule caractéristique, on va vraiment généraliser notre perception, notre analyse d'une personne ou d'un groupe de personnes en partant d'une des caractéristiques qui nous a vraiment marqué. On va cocher un critère et on va avoir l'impression que du coup cette personne-là, c'est un peu le mythe de la première impression. Voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous voyez quelqu'un, il y a quelque chose qui va vous frapper et vous allez vous faire une idée de cette personne-là en occultant toutes les autres caractéristiques et ça va avoir pour effet soit de gonfler un défaut ou une qualité. Et de laisser cette qualité ou ce défaut prendre la place sur tout le reste. Ça arrive en recrutement, par exemple, quand vous bloquez sur un critère et ce critère-là, il vous saute aux yeux et vous ne voyez plus que ça. Exemple, l'école de la personne, c'est la vôtre, vous y reconnaissez, ou un lieu d'habitation, ou un nom, ou quelque chose qui va, ou une expérience, c'est quelque chose qui va prendre le dessus sur tout le reste et qui va vraiment biaiser votre analyse, votre perception de la situation ou de la personne. Donc maintenant qu'on a dit ça, on a vu que les stéréotypes provenaient d'un mécanisme naturel, mais pouvaient aussi être influencés par notre environnement. On a vu aussi que ça pouvait provoquer des biais dans nos relations avec les autres, dans nos interactions et dans nos pratiques professionnelles. Maintenant, comment on fait pour faire face et pour déconstruire? En gros, on va dire qu'il y a quatre grandes thématiques, quatre grandes approches. Il y a ce qu'on appelle l'hypothèse du contact intergroupe. Alors c'est on va dire une phrase un peu complexe, mais pour dire quelque chose qui est assez simple, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent. Donc de faire en sorte que les gens se rencontrent. Vous avez un stéréotype sur une population, un type de population, le fait de créer la rencontre, et notamment la rencontre entre des personnes quand même qui sont du même niveau, c'est une des conditions, ça peut permettre de mieux connaître l'autre, de faire tomber les préjugés et de créer des canaux de communication pour éviter que chacun reste avec une vision erronée ou faussement négative ou positive par rapport à l'autre. Il y a un deuxième point, c'est de créer des buts communs et une coopération. C'est-à-dire que de occulter un peu, pas occulter, mais d'essayer de trouver le point commun entre les personnes en les faisant travailler sur un projet en commun, en leur donnant des objectifs communs à atteindre pour qu'ils puissent dépasser leurs différences, qu'ils puissent aller au-delà de leurs propres stéréotypes et se concentrer sur l'accomplissement de leurs projets et mettre en place des coopérations entre elles. Donc ça, dans le monde professionnel, c'est largement possible de prendre des gens de services différents, de prendre des gens d'âge différents pour les faire travailler ensemble autour d'un projet et éviter le cloisonnement entre les populations qui alimentent en fait les stéréotypes des uns vis-à-vis des autres. Enfin, il y a l'approche socio-cognitive, donc c'est faire tout ce travail qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire de faire comprendre d'où viennent les stéréotypes, d'essayer de comprendre le mécanisme de construction d'un stéréotype, comment on le déconstruit, et de faire tout un travail comme ça où on va faire de la pédagogie autour des stéréotypes. Et puis enfin, information et éducation autour de ces sujets. Dans le cadre de collectivité, c'est important. Toutes les
tous les projets autour de la communication, de la sensibilisation autour de ces sujets, de la formation autour de ces sujets, des campagnes d'affichage, des campagnes de communication pour faire changer le regard sur certaines populations qui peuvent souffrir justement de ces stéréotypes, c'est aussi une manière de déconstruire. Le rôle des médias, le rôle des publicitaires, le rôle des pouvoirs publics aussi sur ces sujets-là est extrêmement important pour déconstruire ces préjugés. Parce que les discriminations et les stéréotypes sont alimentés, on l'a vu aussi, par un traitement parfois biaisé de l'information. Et donc, essayer de rétablir un équilibre dans ce traitement de l'information, essayer de créer des moments d'échange, des moments de débat, tout ça va participer à faire déconstruire les stéréotypes. Donc, c'est 4 manières, mais c'est 4 leviers aussi qui peuvent être utilisés en même temps pour faire changer les mentalités. Donc, si je résume, on a tous des stéréotypes. C'est tout simplement parce que c'est un mécanisme dont notre cerveau a besoin de fonctionner, sachant que les stéréotypes peuvent être positifs comme négatifs. On peut avoir une croyance, une représentation très positive de certaines populations, groupes de populations, mais qui peut être aussi biaisée. Voilà. Donc ça va dans les deux sens. Avoir des stéréotypes, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de généraliser. Voilà, c'est de généraliser et c'est de ne pas en prendre conscience et de les laisser nous biaiser dans notre perception, dans notre travail et dans notre traitement des individus. Et prendre conscience de ces stéréotypes est essentiel pour les déconstruire, ça on l'a vu. Et je voulais juste terminer là-dessus. Pourquoi on en parle de ces stéréotypes, pourquoi c'est important d'en parler, c'est on va dire le premier niveau de sensibilisation, parce que le passage entre stéréotypes et discrimination, voilà, c'est un terrain glissant. C'est un terrain glissant et c'est pour ça qu'avant de parler de discrimination, il faut que les gens comprennent d'où ça vient, les discriminations. La discrimination, c'est un acte, le stéréotype, c'est une croyance. Donc, on n'est pas au même niveau. La ligne rouge, c'est justement entre stéréotypes et discrimination, c'est comment faire en sorte de ne pas laisser nos stéréotypes nous amener à discriminer les gens. Parce que créer des catégories, avoir des préjugés vis-à-vis de certaines catégories de personnes, ça peut on l'a vu à cause des biais, nous faire prendre certaines décisions qui peuvent être défavorables, injustement défavorables vis-à-vis de certaines populations. Et donc c'est là où le risque des discriminations est important. Et c'est pour ça que pour lutter contre les discriminations, on commence par prendre conscience de ces stéréotypes et déconstruire les stéréotypes. Est-ce que vous aviez des questions ? Oui, il y a une question, une personne a levé la main. Oui. Clémence Armand du Défenseur des droits, si je peux réagir. Déjà, je voulais vous remercier pour votre intervention. Je trouvais que c'était vraiment très, très intéressant. Le lien que vous faites entre stéréotypes et discrimination me semble effectivement primordial. Et je trouve que c'est très important de rappeler qu'effectivement, on a tous et toutes des stéréotypes, qu'on se débat tous et toutes avec ça, et que c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est l'impact que ça peut avoir sur nos actions. Donc, en ce sens, je trouve que le discours de déculpabiliser me paraît vraiment essentiel, et je vous remercie vraiment pour cette intervention. Moi, j'avais peut-être pour aller un peu plus loin et peut-être pour titiller un peu, mais dans les solutions que vous proposez, qui paraissent effectivement importantes, de réfléchir à nos pratiques, à comment on communique. Vous avez montré l'affiche où effectivement on a des garçons jeunes et forts sur certains métiers, des femmes sur d'autres métiers. Enfin voilà, il y a plein d'actions. Vous avez aussi parlé de l'hypothèse de contact entre groupes. Oui. Moi, je voulais juste souligner aussi
la difficulté, et là on rentre de toute façon dans des débats qui traversent en ce moment la société de façon assez dramatique et psychodramatique, mais je trouve que c'est important de dire qu'effectivement il y a les stéréotypes entre personnes, puis après il y a aussi, moi je vais parler de groupes dominés et de groupes dominants dans la mesure où il y a des groupes qui sont surexposés aux discriminations, qui ont donc moins accès au pouvoir, à l'argent, au travail, au logement, etc. Et moi, je suis toujours un peu gênée quand on essaye de favoriser ces contacts entre groupes dominés et groupes dominants, parce qu'il y a quand même beaucoup d'études sociologiques qui montrent que, eh bien, ça fait baisser la colère des dominés, mais ça n'aide pas forcément les dominants à prendre conscience de leurs privilèges et à essayer de les rattraper. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, enfin, lancer un peu ces pistes de discrimination. Alors, je sais que, enfin, voilà, je souhaite pas qu'on ait un débat sur les réunions mixtes, non mixtes, c'est pas ça l'idée, mais c'est comment est-ce qu'on peut faire prendre conscience aussi, c'est-à-dire que déconstruire les stéréotypes c'est important, mais faire prendre conscience à ce que moi j'appelle le groupe dominant, vous pouvez appeler autrement, de ces privilèges et des difficultés et des discriminations auxquelles les groupes que j'appelle dominés sont surexposés. Là, je trouve qu'on tâtonne encore et je n'ai pas la réponse. Donc voilà, c'était un peu des pistes que je me permettais de lancer. Alors, peut-être quelques éléments de réponse. C'est vrai que dans l'hypothèse de la relation intergroupe, il y a quand même quelque chose qui est une condition qui est importante. C'est qu'il faut qu'on soit dans des groupes qui sont à peu près équivalents. Pour justement ne pas être trop dans cette distinction entre groupe dominant et groupe dominé. Idéalement, il faudrait deux groupes. Si je prends par exemple les populations, des jeunes avec des jeunes, mais des jeunes avec des différences culturelles, par exemple. Si je prends par exemple des cadres, avoir des cadres des cadres avec des noms à consonance française, avec un groupe de cadres noirs ou un groupe de cadres issus de la diversité culturelle, pour qu'il y ait quand même, du point de vue, notamment, il y a un facteur qui est important, c'est la classe sociale, un niveau équivalent au niveau de la classe sociale, pour ne pas biaiser en effet les discussions, parce que sinon c'est vrai que ça paraît un peu trop éloigné et on risque de tomber dans on va dire un rapport plutôt de dominant-dominé et de prendre cette question de la diversité-inclusion sous l'angle de la charité. On est là pour aider et pour comprendre ces pauvres petits jeunes des quartiers qui n'ont pas eu les mêmes chances que les autres. Voilà, donc c'est clair qu'on risque de tomber là-dedans. Par contre, si vous mettez des cadres de Paris 16e avec des cadres de Clichy-sous-Bois, par exemple, si je prends l'angle origine sociale, et ben là, on risque d'avoir des discussions beaucoup plus intéressantes parce qu'il y aura quand même des préoccupations communes. On risque d'avoir beaucoup plus de terrain de discussion et des échanges de niveau, on va dire, équivalents, et on a moins de chances de tomber dans le rapport entre victime et dominant. Voilà. Donc ça peut être une des solutions. Et puis, c'est clair qu'il faut échapper à cette approche de la diversité et de l'inclusion qui est plus sociale que économique. Parce que il y a en effet la difficulté de ces personnes-là à s'insérer socialement, ça c'est un fait, mais ces personnes-là ont d'abord avant tout envie qu'on les considère comme les autres, qu'on les traite de manière égale et qu'on soit leur égal. Voilà, donc un rapport équilibré. Et donc, il ne peut pas y avoir d'échange, il ne peut pas y avoir, s'il n'y a pas de considération et de respect et on va dire, de reconnaissance, tout simplement, de ces personnes-là. Et de ne pas amener toujours les choses sur le terrain
de la victimisation et de renvoyer les personnes à leurs différences. Et justement, ouais, justement, j'ai envie de rebondir. Comment, quand on est en responsabilité RH, comment on se saisit de cette question? Enfin, qu'est-ce que vous conseillez en fait? Quel type d'approche? Peut-être au-delà de la sensibilisation, comment on rend vraiment cette démarche de prise de conscience, comment on la transforme finalement en action, quoi. Alors, peut-être qu'il y a un point qui est peut-être important, c'est que on a beaucoup traité la question de diversité et inclusion par les populations. Donc en disant, il faut qu'on s'occupe des personnes en situation de handicap, il faut qu'on s'occupe des personnes des quartiers, il faut qu'on s'occupe des femmes, qu'on s'occupe des seniors, etc. C'est une approche aujourd'hui qui est en train de changer, puisque maintenant on parle beaucoup d'inclusion, tout le monde parle d'inclusion, etc. Et on prend plus le sujet par justement par des sujets plutôt que par des populations. C'est-à-dire qu'on va plutôt parler de le recrutement, la mobilité de carrière, le management et comment on fait pour que ces différentes fonctions dans l'entreprise puissent être menées de manière la plus inclusive possible. C'est-à-dire qu'on va plutôt essayer de voir sujet par sujet comment il est traité. Est-ce qu'on recrute partout? Est-ce qu'on sélectionne de la bonne manière? Est-ce qu'on ne fait pas trop d'appel à notre réseau? Est-ce qu'on a des partenariats avec toutes les universités, toutes les écoles et pas seulement avec certaines? Donc en travaillant plutôt sous l'angle de l'évolution des processus, l'amélioration des processus et la manière de travailler, avec un élargissement au maximum, on va mécaniquement faire changer les pratiques et mécaniquement on va faire rentrer de la diversité, on va faire rentrer et laisser la chance à toutes ces populations qui n'arrivaient pas à rentrer dans les organisations. Et ben on va élargir les mailles du filet, si je puis dire. Et donc ça, c'est une approche qui est de plus en plus poussée dans les organisations, parce que c'est vrai que de se dire je vais mettre en place une politique pour les personnes handicapées, je vais recruter 2 cette année, 3 l'année prochaine. Je ne dis pas qu'il faut complètement délaisser ça. Il faut rester vigilant par rapport à ces populations parce qu'on sait qu'elles ont plus de mal à rentrer dans les circuits. Mais il faut aussi penser à est-ce que la manière dont on travaille, dont on organise nos recrutements, dont on organise notre mobilité de carrière, est-ce qu'il n'y a pas des choses à bouger parce que si on fait des réunions les soirs à 18h, bah forcément il y a certaines personnes qui vont être écartées. Si on recrute de telle et telle façon, les personnes en situation de handicap vont avoir un problème d'accessibilité. Donc, vous voyez, c'est une approche qui est différente. On n'essaie plus juste de voir combien on a de personnes par catégorie, mais on essaie surtout de voir est-ce que la manière dont les services est organisé, la manière dont on travaille au quotidien, est-ce que ces pratiques-là sont inclusives ou écartent consciemment ou inconsciemment d'ailleurs certaines populations sans le vouloir? On parle de discrimination directe, mais on peut parler aussi de la discrimination indirecte, hein, qui est que une de nos pratiques va écarter automatiquement certaines franges de la population. On voyait le cas dans certaines organisations qui proposaient des formations uniquement aux gens qui étaient à temps plein. Il se trouve qu'en France, les personnes qui occupent le plus les temps partiels, ce sont les femmes. Bon, donc ça veut dire qu'on écarte de ces formations les femmes parce que ce sont elles qui occupent le plus de postes à temps partiel. Donc, c'est toutes ces pratiques-là qui, idéalement, il faudrait passer en revue pour voir est-ce qu'elles sont inclusives ou pas et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et après, mécaniquement, la diversité va rentrer.
Du coup, excusez-moi, Olivier Jacques-Tarmandier, directeur santé prévention à Montpellier, toujours. Je me pose la question du coup par rapport à ça, c'est vous êtes en train de dire que c'est grosso modo c'est les process qu'il faut travailler, mais dans une des quatre voies et quatre façons d'améliorer la non-discrimination, vous parliez de communication. Or, ça peut aussi, puisque vous avez évoqué le fait que ça a renforcé l'autoréalisation. Donc, est-ce que la communication, finalement, elle n'est pas plus démonstration par la preuve par rapport à des process que par rapport à pas des morales, mais par rapport à des communications sur c'est bien la différence, etc., etc. Donc, je voudrais avoir un point d'éclairage sur l'impact de la communication, puisque vous disiez que c'était une des manières, mais en même temps, là, vous êtes en train de dire que, alors, je n'oppose pas les process inclusifs à ça, hein, bien au contraire, mais voilà, je voulais avoir un éclairage là-dessus, s'il vous plaît. Alors, ce qui est clair en communication, c'est que la forme doit coller au fond, hein. C'est-à-dire que ça doit être cohérent avec ce que vous faites. Et un des écueils, c'est en effet de faire de l'affichage et puis finalement de ne pas changer les process. Là, on a un décalage parce que ça ne correspond pas à la réalité. Ça peut même être contre-productif. Donc, les campagnes d'affichage peuvent participer à déconstruire les stéréotypes. Maintenant, elles viennent en complément et elles viennent après l'action. Elles viennent communiquer sur l'action en elle-même. Elles ne viennent pas juste là pour, juste déclarer des bonnes intentions. Et elle en sera beaucoup plus efficace si elles sont là pour décrire des actions qui sont faites. Vous créez un événement emploi dans un territoire qui est sinistré du point de vue social ou économique. Là, vous montrez une ouverture de vos processus de recrutement et vous envoyez un message à ces territoires qu'ils méritent l'emploi, voilà, qu'ils peuvent y croire. Voilà. Et puis, vous envoyez aussi un message qui est que vous vous positionnez comme un recruteur qui va chercher les talents et les compétences là où ils sont. Et ils sont à Paris, dans les belles villes, mais ils sont aussi dans les villes qui sont socialement moins favorisées. Et donc, là, il y a de la cohérence parce que vous communiquez sur une action concrète et en même temps, vous contribuez à faire changer les représentations. Et c'est ça la cohérence, c'est que si on fait des campagnes d'affichage en disant que la discrimination, c'est pas bien, qu'il faut lutter contre les discriminations, mais qu'en même temps, on reste sur des process qui sont tellement illisibles ou tellement compliqués ou pas accessibles pour certaines populations, là, vous voyez que c'est pas cohérent. Et on contribue au contraire peut-être à renforcer une image, on le voit dans certains secteurs d'activité, hein, d'élitisme ou une image d'exclusivité qui contribue encore plus à renforcer les stéréotypes. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Oui, tout à fait, merci beaucoup. J'avais encore une autre question, mais je laisserai. C'était sur la façon que vous avez, et peut-être un peu vite pour moi, sur la façon de psycho. Alors non, il y avait 4 façons. La troisième, j'ai pas bien compris la différence avec la communication, là, sur la partie pédagogique ou la partie socio-cognitive. Voilà, socio-cognitive, je voudrais bien que vous m'expliquiez un peu mieux, ou en tout cas que je comprenne mieux. Disons que c'est une méthode qui consiste à expliquer vraiment l'impact des mécanismes de la pensée, en fait, dans la construction des stéréotypes. Donc, c'est avoir une approche très psychologie sociale.
et très psychologie sociale. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une méthode qui est plus longue que les autres, parce que vous voyez, il faut quand même rentrer dans la psychologie sociale, il faut comprendre les mécanismes, ça prend un peu plus de temps, il faut faire de la pédagogie, tout le monde n'est pas au même niveau de compréhension de ce sujet-là. Ça peut paraître un peu compliqué, c'est extrêmement passionnant, mais disons que ça prend du temps. Ok, merci beaucoup. J'aurais une autre question là, Monsieur Amadieu, parliez des CV anonymes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est des choses qui peuvent faire progresser les démarches de recrutement ou est-ce que voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne question. Alors les CV anonymes, on y a tous cru dans les années 2004, au moment où justement Jean-François Amadieu a lancé les testings. Le constat, c'est que c'est pas ce qui règle les problèmes, parce que à partir du moment où on a des stéréotypes vis-à-vis d'une personne, on peut laisser passer des CV parce que on n'a plus le nom, on n'a plus l'adresse. En effet, il y a des critères sur lesquels on ne peut plus baser notre évaluation, mais ils reviennent au moment où on rencontre la personne. Et donc oui, ça décale d'une étape les discriminations. Donc c'est pas l'outil miracle. C'est pour ça que voilà, je pense que l'outil a été finalement abandonné. Il était censé être généralisé, finalement il a été abandonné. Donc nous on croit peut-être plus à en effet de la pédagogie, à de la sensibilisation, à aussi le fait de créer la rencontre entre les gens. Nous chez Mosaïque, on fait pas de CV anonyme, mais on fait pas de CV du tout. Voilà, on fait pas de CV du tout, donc parfois on monte des opérations, notamment pour le recrutement en apprentissage, et on dit juste aux recruteurs, bah écoutez, vous faites-nous confiance, quel est le profil que vous recherchez, quelles sont les compétences que vous recherchez. Donc ils nous décrivent les compétences et ensuite on leur dit bon bah on vous a sélectionné X candidats, venez les rencontrer. Ah ben on voudrait bien avoir les CV. Non, on va pas vous donner les CV, on veut vraiment créer la rencontre. Hein, on veut créer la rencontre, donc c'est la première approche, là, la première hypothèse qu'on essaye de mettre en action. C'est on met un recruteur face à un candidat et c'est à ce moment-là qu'il découvre le CV, en même temps il découvre le candidat et on est dans un échange plus équilibré parce que les biais n'ont pas eu le temps de se mettre en place. Parce qu'on sait que tous, quand on lit un CV, il se passe des choses dans notre tête. On va quelques mots-clés, on va se dire tiens, voilà. Et le mécanisme de catégorisation, il va se mettre en place tout doucement. Alors que là, on découvre tout en même temps. Et du coup, c'est plus compliqué d'être biaisé quand même. Et voilà, donc nous on a pris cette approche-là plus tôt, qui donne plutôt de bons résultats. Mais disons que il faut peut-être multiplier les techniques comme ça pour essayer de trouver des solutions. Mais le CV anonyme, moi je vois juste une utilité, c'est que quand on fait des testings, eh ben, ça permet quand même de voir des choses. Ça permet de quand même d'évaluer le niveau de discrimination à un certain stade du processus de recrutement, c'est-à-dire au premier stade, au stade du tri de CV. Et ça peut, on va dire, provoquer peut-être une prise de conscience. Alors certes, de manière un peu brutale, parce qu'on a vu la manière dont les derniers testings ont été accueillis par les entreprises qui avaient été testées, mais ça peut provoquer des prises de conscience et peut-être mettre en action. Voilà. Et globalement, pardon si je peux je pense que ce qui est important aussi, c'est peut-être pas de se dire est-ce que tel ou tel outil marche, mais plutôt de réfléchir de façon globale. C'est-à-dire que chaque employeur, qu'il soit privé ou public, qu'à un moment, il faut qu'il réfléchisse à un plan d'action global. Et peut-être dans certaines cultures d'entreprise ou cultures de collectivité, le CV anonyme peut marcher, ou sur certains métiers, sur d'autres. Mais de toute façon,
lutter contre les discriminations, c'est un process global et ça ne peut pas se résumer à un seul outil. Et dans certains processus de recrutement, le sujet anonyme est très intéressant. Dans d'autres, il l'est moins. Sur des métiers plus qualifiés, discriminatoire et des questions d'origine, voilà. Sur des métiers plus qualifiés, on va voir que même si on n'a pas le nom, l'adresse, on a quand même des parcours et des trajectoires un peu différents qui font que finalement des discriminations indirectes ou des biais indirects intériorisés vont faire qu'on ne va pas sélectionner les CV. Donc voilà, moi je pense que c'est important de rappeler toujours que quels que soient les outils choisis, ils s'inscrivent dans un plan d'action global et qu'au niveau du top management, c'est une volonté très forte affichée de lutter contre les discriminations et même un comportement exemplaire, si je puis me permettre de... Absolument, c'est tout à fait juste. Il y a toujours une adaptation à la culture d'entreprise ou de l'organisation. On sait qu'entre public et privé, c'est pas tout à fait les mêmes fonctionnements, c'est pas tout à fait les mêmes règles, c'est pas tout à fait les mêmes voies d'accès. Mais ce qui est important, c'est quand même d'être dans cette prise de conscience qu'il faut changer la manière de faire et donc accepter de remettre en question parfois certaines pratiques et de ne pas être juste dans je vais aller chercher des gens différents parce que on peut aller chercher des gens différents si les mailles du filet sont trop resserrées, ils ne rentreront pas, donc il ne se passera rien ou pas grand chose en tout cas. Donc accepter de faire cette introspection, entre guillemets, si je puis dire, et de se dire, OK, là, tiens, je vais tenter, en effet, de changer ma méthode de recrutement. Finalement, et si j'allais au-delà du CV, vous avez quelques entreprises, ou même dans certaines administrations, qui se sont dit, voilà, on va plus utiliser le CV, on va faire des mises en situation. Voilà. D'ailleurs, c'est une méthode qui est utilisée par le Pôle emploi, la méthode de recrutement par simulation, depuis des années, sur certaines typologies de postes, où finalement, on va enlever le CV qui pose tant de problèmes parfois, où il y a tellement de biais. Et pour certains métiers, on va juste organiser une session de recrutement, on va créer trois exercices pour tester les compétences clés dont on a besoin, et puis on sélectionne les gens sur cette base-là. Donc ça peut fonctionner sur certains métiers, ça fonctionne très bien dans certains métiers. Je dois vous laisser, donc je vous remercie beaucoup. Je me permets juste de vous remercier, j'ai une réunion. Merci à vous. Merci. Merci pour votre écoute. Au revoir. Donc voilà, en effet, c'est une approche un peu globale et important ce que vient de dire Clémence, c'est-à-dire de mettre un plan d'action et de se fixer des objectifs. C'est ce que je dis souvent, c'est que il faut savoir aussi où on a envie d'aller. Qu'est-ce qu'on a envie de faire progresser dans notre service, dans notre organisation et sur quoi on a envie de travailler chaque semestre ou chaque année pour progresser avec des objectifs qui soient qualitatifs ou quantitatifs quand on le peut, mais pour voir un peu déjà visualiser aussi la progression, parce que sur ces sujets-là, on voit bien que c'est un sujet qui demande du temps, c'est un sujet où il faut s'accrocher parce que il faut faire changer les mentalités, la manière de... Voilà, on peut avoir des freins. Donc, et c'est un sujet, si on veut qu'il soit durable, il faut le travailler pendant plusieurs mois, voire des années. Et donc, forcément, il faut aussi pouvoir noter les progressions, les bonnes pratiques pour embarquer le maximum de personnes dans ces politiques. Merci beaucoup pour cette contribution. Il est 12h03, donc je vous propose qu'on clôture cet atelier, sauf s'il reste une dernière question. Mais voilà, mais je vous remercie beaucoup. C'est intéressant de discuter en groupe plus restreint aussi. Peut-être ça facilite les échanges. Absolument. Bon, écoutez, j'étais ravie aussi. Merci pour cette invitation et puis au plaisir de continuer nos échanges. Oui, est-ce qu'on peut rester un peu toutes les deux? Parce que en fait, on avait dit que ce qu'on souhaiterait avoir, c'est une petite synthèse à la fin qu'on puisse poster sur le site aussi internet de l'atelier. Donc, si ça ne vous dérange pas qu'on reste toutes les deux. Oui. Excusez-moi, pardon, juste en termes d'organisation, là, maintenant, c'est une pause. Jusqu'à 14h, on reprend à 14h pour les ateliers de l'après-midi, c'est bien ça? Voilà, et vous avez reçu un lien spécifique pour les ateliers de l'après-midi. Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup. Merci, bon appétit. Bonne journée à toutes. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Voilà, si Anne Grillon vous a expliqué l'exercice, en fait, il est tout simple, hein, c'est en quelques minutes répondre à la question quels sont les points clés. Alors, vous l'avez un peu fait dans votre présentation à la fin, vous avez fait une synthèse, donc c'est peut-être ça aussi, c'est quels sont les points clés à retenir de l'atelier que l'on mettra spécifiquement en ligne. Oui, voilà, et puis surtout, je peux vous envoyer donc les deux liens dont je vous ai parlé. Donc, je vous ai mis un lien vers une plateforme qui s'appelle Me and You, et puis on peut remettre le lien vers le TAI, donc le test des associations implicites de Harvard, s'ils veulent se tester un petit peu sur. Voilà. Je l'ai fait, ça secoue quand même. Oui, c'est ce que m'avait dit Marie. C'est vrai que je lui ai dit, oula, vous avez commencé fort, parce que c'est en général, moi, le test, je l'envoie après la formation. Une fois que les gens comprennent quand même que, les stéréotypes, c'est un mécanisme normal, qu'en avoir, ça peut provenir de plein d'explications différentes et que c'est pas forcément ça qui est le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est de les laisser prendre le dessus dans nos décisions, etc. Voilà, quand on le fait après, on est un peu mieux préparé quand même. C'est ça. Donc, je comprends que vous n'ayez pu le prendre comme ça. Donc oui, on pourra leur remettre maintenant qu'ils ont quand même ces quelques éléments de compréhension. D'accord. Donc voilà, donc je vous pose la question, quels sont les points clés qui sont à retenir de votre présentation et de cet échange, de cet atelier sur le sujet faire face aux biais et stéréotypes? Eh bien que des stéréotypes, on en a tous. Que les stéréotypes sont issus d'un mécanisme qui est naturel pour notre cerveau. Donc c'est quand même deux points clés qui permettent de comprendre, de dédramatiser déjà le sujet, qu'on peut déconstruire les stéréotypes, voilà, qu'il y a différentes façons de le faire. Donc, j'ai la slide où il y a les quatre points, quatre approches pour déconstruire les stéréotypes. Et puis, peut-être un dernier point, c'est que les stéréotypes, il faut absolument en parler et essayer de déconstruire parce qu'ils sont la source principale des discriminations. Que le danger, c'est ça, c'est qu'ils peuvent nous faire discriminer certaines personnes, qu'on en soit conscient ou pas conscient, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et c'est ça, justement, la dangerosité des stéréotypes. D'accord. Et le conseil au DRH, alors, pour pouvoir prendre en main cette question? Allez-y. Non, mais voilà, vraiment, vraiment soyez allez-y, soyez audacieux sur le sujet et surtout ayez une approche globale. Une approche globale, parce que dans une approche globale, on voit bien qu'il y a différents leviers possibles, il y a différents types d'actions, et puis c'est une approche qui permet d'aller en profondeur et de regarder aussi la manière dont les process RH sont organisés et comment on peut les rendre plus inclusifs. Donc ça, c'est vraiment très important, je pense, pour un DRH. Et c'est peut-être même encore plus en lien avec l'ADN de son métier, qui n'est pas forcément un expert de la diversité, mais qui est plutôt un expert des ressources humaines. Là, c'est vraiment une approche qui va lui permettre de revenir à l'essence de son métier, c'est-à-dire regarder la manière dont est organisée les différentes composantes de la fonction ressources humaines, le recrutement, la mobilité de carrière, la rémunération, la formation, la gestion des talents. C'est ça sa spécialité, mais de le regarder avec un prisme peut-être différent, un prisme au travers du prisme de l'inclusion. Parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette synthèse et puis au plaisir de vous revoir dans le cadre associatif ou autre. Voilà. Merci. Très bien. Beaucoup. Merci beaucoup, Aline. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée.